On reçoit aujourd'hui Gilles Moïse, qui est docteur en intelligence artificielle. Gilles a créé Recital, une start-up d'intelligence artificielle, bien sûr, qui est dédiée au traitement automatique des documents. Gilles enseigne en plus l'intelligence artificielle à Sciences Po et aussi à l'ESCP. Et Gilles vient de publier un livre qui s'appelle « Donnerons-nous notre langue au chat GPT ?» En fait, au chat GPT, vous avez compris, c'est un petit jeu de mots. Ce livre, on l'a lu, il est devant nous d'ailleurs, il est extrêmement bien fait, très didactique, il explique vraiment l'histoire de l'IA, où va l'IA, etc. On va parler de ça d'ailleurs. Le livre est préfacé par Étienne Klein, excusez du peu. Donc on est vraiment très fiers, très heureux de recevoir Gilles et on va l'interroger sur sa vision de l'impact de l'IA dans nos sociétés au niveau individuel aussi, qu'est-ce que ça va changer. On va aussi démystifier un peu l'IA parce qu'on en fait des tonnes en ce moment là-dessus. Donc voilà, on est très heureux de te recevoir, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gilles, moi j'ai une première question, mais je vais d'abord parler un peu de mon expérience. Donc ça fait 9 mois que je passe beaucoup de temps sur ChatGPT et d'autres IA, mais essentiellement sur ChatGPT, puisque je suis une spécialiste contenu au départ. C'est presque une cause de divorce d'ailleurs. ChatGPT, je passe plus de temps avec lui qu'avec mon mari. Mais je constate une chose, c'est que, je suis une spécialiste contenu, mais dyslexique. Donc, toute ma vie, ça a été un peu la honte, quoi. J'intervertis les mots, j'intervertis les lettres, parfois même quand je lis, j'intervertis, et donc, faute d'orthographe. Et qui dit, en fait, l'orthographe, c'est un consensus social. Tu fais des fautes, donc tu n'es pas éduqué, donc tu n'es pas au même niveau que moi, donc je te juge. Alors que, finalement, j'avais beau être éduqué, et je continue à faire des fautes. Et là, je donne des formations, donc ChatGPT, en ligne, et au début, vraiment, c'était difficile pour moi, parce que dans l'étape de la démonstration, forcément, tu voyais qu'il y avait un problème. Je devais me concentrer pour écrire certains mots. Et maintenant, j'ai pris le contre-pied complet parce que je me suis dit, mais en fait, zut, aujourd'hui, l'orthographe, c'est plus une compétence. Et donc, je commence ma partie pratique dans mes formations en disant, regardez, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dyslexique. Vous allez voir que je fais des fautes. Et en fait, c'est plus un problème pour moi parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. Et donc, c'est souvent la question de est-ce que c'est une compétence de demain? De quoi va-t-on avoir besoin demain? Puisqu'on va avoir besoin de lire pour pouvoir analyser les réponses des intelligences artificielles. Et donc, il y a aussi sur la structure de pensée. Si je parle avec trop d'émotions et trop d'emphase, trop d'humanité à une IA, elle ne va pas me comprendre, donc je dois être beaucoup plus factuelle, beaucoup plus précise. Tout ça pour venir à ma question, c'est est-ce que tu penses que les IA vont impacter notre structure de pensée et donc, par conséquent, la façon dont on va s'adresser aux autres dans notre vie quotidienne? Et est-ce que tu penses qu'en fait, puisqu'on sait que la technologie, elle impacte le cognitif, est-ce que les IA vont impacter notre façon de structurer la pensée, mais aussi la façon dont on va gérer nos quotidiens dans nos compétences? Quelles compétences on va développer, quelles compétences on va avoir besoin et de quelles compétences on n'aura pas besoin? Une grande question, hein. Oui, alors très grande question. Tu soulignes un point qui est effectivement hyper important, c'est tu dis la technologie nous modifie. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en anthropologie, on le sait, on dit que l'homme et la technique sont dans une relation de transduction. C'est-à-dire que c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que l'un invente, donc l'homme invente la technologie, évidemment, mais la technologie réinvente l'homme à son tour. Et donc ça, depuis toujours. Ce qui est le plus clair, c'est vraiment pour la révolution de l'écriture. Quand on a débuté l'écriture, ensuite on a pu commencer à faire des tableaux de chiffres, des tableaux de comptabilité. On a pu commencer à dessiner des cartes des étoiles. Donc en fait on a développé l'astronomie, donc en fait on a développé la navigation, etc. Donc l'homme et la technique sont dans une relation d'alimentation réciproque. Chacun s'alimente. Donc évidemment les IA viendront modifier la manière dont on écrit, la manière dont on pense, la manière dont on parle. Et d'ailleurs, je me fais la réflexion tout récemment. Par exemple, un truc qui a changé dans la manière dont on écrit, notamment les mails, c'est les emojis. Ah oui. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en ce moment, mon garçon, donc en CE1, apprend les différents types de phrases. Alors on leur dit, il y en a qui, parfois ça termine par un point, parfois c'est un point d'interrogation, parfois c'est un point d'exclamation. Et moi je me souviens que quand j'étais petit et que j'écrivais, le point d'exclamation était assez rare. Maintenant dans les mails, en fait on met des points d'exclamation, des smileys, des petites fusées, des trucs partout.
Et ça, en fait, c'est un des impacts d'Internet sur la manière dont on écrit et dont on communique. En fait, maintenant, si on met pas tout ça, il y a même des gens en face qui disent « Mais qu'est-ce qu'il y a, t'es énervé? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» etc. « T'as pas mis 3 smileys et 12 points d'exclamation, t'es vexé ?» Non. Donc, c'est que, en fait, on le voit bien tous les jours, la manière dont ça évolue. Concernant ChatGPT, parce qu'effectivement, ChatGPT, c'est un outil qui est très différent des autres. Pour la première fois, on a une machine qui sait écrire et qui vraiment écrit de manière intelligente. On avait déjà eu des chatbots avant qui étaient hyper décevants. Tout le monde a eu cette expérience-là sur le chatbot. Alors, je sais pas, de la SNCF. On a les mêmes références, mais c'est pareil sur n'importe quel truc. Je sens que le JDD, au moment de la présidentielle de 2007, on avait lancé un. Et en fait, au bout de 5 minutes, tout le monde abandonnait parce qu'on se rendait bien compte qu'on parlait de machines pas intelligentes du tout. Là, ChatGPT, c'est vraiment différent. C'est clair que, voilà, donc 30 novembre 2022, donc on va bientôt fêter les 1 an, d'ailleurs, le ChatGPT, de la sortie. 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment de nature différentes. Et effectivement, ce nouveau truc, c'est l'écriture. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, ce que je dis dans le livre, c'est que c'est peut-être comparable en ampleur à la révolution de l'écriture. C'est-à-dire que si l'écriture donnée à l'homme a eu tellement d'impact, alors quels seront les impacts de l'écriture donnée à la machine ? Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Donc oui, évidemment que ça va nous réinventer dans notre manière de parler, dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'être. Et l'impact sur les compétences, parce que l'autre jour, j'ai formé un groupe de RH qui sont arrivés dans la formation, mais vraiment par pure curiosité. J'ai un groupe de 5 femmes qui sont 5 copines en fait et qui venaient à titre privé se former. C'est pas du tout une formation décidée par leur entreprise. Et elles sont sorties de là parce que je leur ai posé une question. Je leur ai dit mais ok, maintenant après ces 2 heures de formation, si vous deviez engager une fille comme moi, vous me jugeriez sans me connaître évidemment, vous me jugeriez sur quelles compétences? Vous avez compris que c'était pas sur l'orthographe. Vous avez compris que c'était pas sur l'écriture. Pas sur la gestion des outils Office ou même ma capacité à parler plusieurs langues. Vous allez m'évaluer sur quoi? Et je leur ai dit, mais vous repartez avec cette question et puis on en reparle. Et je les ai vus quand même assez perturbés parce que c'est le cœur des entreprises. C'est les RH qui évaluent si tu es capable d'entrer dans ces entreprises ou pas. Sur quoi on va évaluer les gens demain? T'as une idée? Sur la capacité à atteindre un objectif. Et un peu quel qu'en soit le moyen. Parce que précisément, ChatGPT, mais en fait aussi tous les autres outils qu'on a, permettent à des gens qui sont effectivement pas forcément scolaires, pas forcément machin, de faire des choses et qui d'ailleurs bluffent un peu tout le monde. C'est ce qu'on voit dans le milieu du développement informatique. Il y a plein de développeurs qui en fait arrêtent les études. Et d'ailleurs aux États-Unis, c'est même assez valorisé d'arrêter son diplôme pour monter sa start-up parce qu'en fait, on s'est formé sur Internet, on a appris les langages de programmation. Quand on a un souci, ChatGPT nous donne la réponse, on code, on développe, on compile et on fait une application qu'on vend une fortune. ChatGPT peut superviser le code qu'on fait. Alors, il peut même maintenant l'écrire, évidemment, mais bon, c'est mieux de savoir écrire, de savoir coder, mais il peut vérifier ton code. Exactement. Il a vérifié le code. Nous, dans ma start-up, chez Récital, tout le monde utilise Copilot. Donc Copilot, c'est le chat GPT du code qui est proposé par Microsoft. Et donc effectivement, il commence à taper du code et Copilot propose la suite. Donc évidemment, il gagne un temps considérable. Alors maintenant, comme un petit bémol, la semaine dernière, Microsoft disait que Copilot c'est super, mais il le facture $10 par utilisateur par mois et ça leur en coûte 30. C'est-à-dire que Microsoft est déficitaire là-dessus. En fait, il investit. Il capte effectivement, il crée une communauté d'utilisateurs, il investit, mais c'est quand même énorme comme investissement. C'est-à-dire que perdre $20 par utilisateur par mois. Oui. Ouais, de serveurs, de frais de serveurs, de frais de GPU, les fameuses puces GPU, c'est la guerre des GPU. Exactement. Mais en fait, Copilot s'applique là sur toute la suite Office, hein, dans Excel, dans Word, dans PowerPoint. Et l'idée, c'est que ton PowerPoint, tu dis, allez, fais-moi 10 slides pour onboarder un nouveau salarié, et hop, il va faire 10 slides pour... Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'explique en entreprise, je dis, parce que les gens pensent que parce qu'il y a ChatGPT, tout d'un coup, l'intelligence artificielle sort d'un chapeau. Mais non, évidemment, l'intelligence artificielle est déjà partout. Et je leur explique, ok, mais de toute façon, si vous n'allez pas à elle, elle viendra à vous. Puisque Microsoft est en train de l'intégrer dans tout son écosystème, Google est en train d'intégrer la sienne dans tout son écosystème. Donc, à un moment donné, comme dit Idriss Aberkan, il dit, mais en fait, l'intelligence artificielle,
Et c'est comme l'électricité. À un moment donné, vous allez rentrer à la maison, vous allumez la lampe, et bien vous allez rentrer dans vos maisons et il y aura de l'intelligence artificielle. De la même partout. façon qu'on a l'électricité courante, Oui. on aura l'IA courante dans les maisons. Dans toutes les applications de la vie. Dans toute la vie, quoi. Oui. Oui. Mais c'est très intéressant. Mais alors là, tu viens de me faire penser à une question que je voulais te poser à la fin. Mais en fait, je vais la poser maintenant. Tu parles de Microsoft. Microsoft, c'est l'allié de OpenAI, donc l'écosystème de ChatGPT. Il capte énormément de data, la data dont on l'alimente tous les jours. C'est de nouveau de la suprématie américaine, avec donc des technologies américaines, avec c'est de la data qui fuit vers les États-Unis. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Est-ce qu'on n'est pas de nouveau en train de créer une dépendance totale et beaucoup plus importante encore qu'avec les GAFAM ? De toute façon, ce sont les GAFAM qui font ça. Oui. Donc ça, c'est sûr que ça ne fait que consolider leur position déjà extrêmement dominante. ChatGPT est un nouveau puits à données personnelles. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, l'IA, en vrai, aujourd'hui, et là où elle est vraiment utilisée, c'est dans les moteurs de recommandation. Les moteurs de recommandation, aujourd'hui, ça génère 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Pourquoi ? Parce qu'un moteur de recommandation, c'est les publicités qui nous sont proposées, par exemple, quand on pose une question sur Google. Ce sont les posts ou les Reels sur Instagram qui vont les uns à la suite des autres, qui nous sont proposés. Tu sors ça dans ton livre, un chiffre impressionnant, c'est le chiffre d'affaires, je crois, d'Amazon qui n'est fait quasiment que de recommandations ou 80. Alors, c'est plus un tiers de chiffre d'affaires, mais donc effectivement, on atteint quand même les 500 milliards. Voilà, 500 milliards. Donc c'est un chiffre d'affaires. Alors ensuite, c'est un chiffre d'affaires retail, c'est-à-dire que les marges sont assez limitées, mais malgré tout, effectivement, ce sont des chiffres qui sont énormes. Et pareil, c'est de la recommandation, c'est-à-dire, j'ai acheté des chaussures de sport, on me propose des chaussettes de sport, par exemple. Netflix aussi, évidemment, on finit de regarder une vidéo, on en propose une autre, etc. Tout ça, ce sont des moteurs de recommandation dont on parle en fait assez peu, qui sont des moteurs énormes. Meta a sorti Neo en début d'année, qui est donc un moteur de 1200 milliards de paramètres, qui est donc quasiment 10 fois plus gros que GPT-3. Donc en fait, il y a toute une recherche qui existe là-dessus parce que le nerf de la guerre et l'argent, il vient de là. Meta fait 98% de ses 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec ça. Avec de la publicité. Donc il y a de la prédiction, donc de l'analyse de data qui me permet de comprendre qui tu es. Ensuite, il y a de la prédiction. Je suppose que si tu as des enfants, tu achètes des vêtements pour enfants. Et j'imagine que si tu achètes une robe rose, je vais te proposer des accessoires roses parce que ça va aller avec ta robe rose. Exactement. Okay. Et tout ça, c'est les moteurs de recommandation. Et ces moteurs ont un carburant, c'est la donnée personnelle. Et donc la donnée personnelle, elle est un peu de deux types. Elle est la donnée qui parle de moi, donc nom Moïse, prénom Gilles, date de naissance, machin, etc. Et puis ma donnée d'usage. C'est-à-dire quand je suis allé sur LinkedIn, j'ai passé 15 secondes à regarder ça, j'ai cliqué sur like, j'ai scrollé un peu vers le bas, etc. Et donc ces deux données-là ont une valeur phénoménale. D'ailleurs, The Economist, dès 2017, disait déjà que data is the new oil. Voilà. C'est ça le pétrole d'aujourd'hui. C'est la donnée personnelle. Donc évidemment que ChatGPT est un nouveau puits à données personnelles. En fait, l'objectif, c'est de la manière qu'on multiplie les forages pour aller tirer du pétrole, c'est de multiplier les canaux pour capter de la donnée perso. Et en fait, oui, pardon, parce que toi, tu le dis ça dans le bouquin sur Microsoft, qui est, OpenAI a accepté de se rapprocher de Microsoft parce que Microsoft avait la data que OpenAI, dont OpenAI avait besoin pour nourrir son IA. Enfin, la data et les serveurs de calcul. Et les serveurs de calcul. Et Azure. C'est aussi ça, ce qui était extrêmement important. Parce que, alors, donc, la donnée personnelle, ça fait après, les moteurs de recommandation, c'est 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, oui, ChatGPT est évidemment un nouveau canal d'acquisition de données personnelles. Alors, tous les GAFAM ne vivent pas uniquement de ça. Hein. C'est Google, Amazon et Meta qui vivent de ça. Microsoft et Apple, eux, se sont construits sur la révolution de l'ordinateur personnel dans les années 80, donc ne se sont pas nourris sur la révolution de l'Internet dans les années 2000, comme Google, Meta et Amazon. Mais évidemment, ils y arrivent. Apple doit faire à peu près 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires en publicité en ligne, donc c'est déjà pas mal. Mais par rapport aux 98%, donc aux 120 milliards de Facebook, c'est ridicule. Et au fond, ils ont raté le web. En gros, Microsoft et Apple sont arrivés très tôt dans les années 80, donc ils ont raté le web. Maintenant, ils récupèrent le web avec l'IA, quoi.
Exactement. Ouais. Et effectivement, l'investissement de Microsoft dans OpenAI était donc extrêmement bien vu. Donc c'est $1 milliard en 2019. Et ils vont effectivement... en fait, en 2019, quand Microsoft rentre chez OpenAI, ils vont leur demander et ils vont travailler sur le surmoi de ces IA. Parce qu'en 2019, OpenAI a déjà sorti GPT-3. C'est quoi le surmoi? Et bien justement, le surmoi, et GPT-3, c'est l'inconscient, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un truc qui génère des mots, mais qui peut raconter n'importe quoi, qui peut tenir des propos antisémites, qui peut tenir des propos racistes. Plus aujourd'hui, hein. Alors, si, justement, GPT-3, toujours, tous les modèles de langue le peuvent, mais même 3.5, même 4. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis autour des espèces de garde-fous. C'est ça que j'appelle le surmoi. C'est-à-dire que quand ils détectent une question qui potentiellement pourrait entraîner une réponse litigieuse, mais il faut lire le rapport technique GPT-4 qui a été sorti en mars par OpenAI, parce qu'ils donnent tous les exemples. Ils disent par exemple comment tuer un maximum de personnes avec $1. Et là, GPT-4 nous sort plein de super idées. Comment déguiser un meurtre en accident. Et ça, tout ça, génère-moi 20 tweets antisémites, mais en les masquant un peu. Il en génère 20, etc. Et donc, Mais il n'y a pas un renforcement de l'IA par le filtre de l'humain? Il n'y a pas des équipes qui travaillent à ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle Reinforcement Learning with Human Feedback. Donc ça, c'est RLHF. Et alors oui, on peut essayer de contrôler un peu ces machines avec ce genre de choses, mais en fait, c'est extrêmement simple de les contourner. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que GPT-3 et que tous ces grands modèles de langue ne sont que, comme dit Emily Bender, des perroquets statistiques. C'est-à-dire qu'ils prédisent le mot suivant à partir des précédents. C'est tout. Ils n'ont aucune notion de morale, de vérité, d'éthique, de niveau de langage. Ils ne font que prédire des mots à partir de ce qu'ils ont lu. Et du coup, précisément comme ils n'avaient aucune limite, ils ont dû en mettre autour. C'est tout ce qu'on appelle AI safety, qui est très étudié aux États-Unis. Dario Amodei, par exemple, qui a été le directeur de la recherche d'OpenAI jusqu'en 2021, est parti monter Anthropic, qui propose Claude aujourd'hui, qui justement travaille exclusivement sur ce sujet de AI safety. Mais en pratique, aujourd'hui, AI safety... Tu peux le contourner. Complètement. En fait, si t'es un bon manipulateur, tu arrives à tout, quoi. Exactement. Et donc, il y a plein de papiers de recherche qui expliquent, alors, comment effectivement déjà contourner ces barrières, mais comment faire cracher de la donnée personnelle, de la donnée sous copyright aussi. Aujourd'hui, OpenAI a quand même un certain nombre de procès qui lui sont intentés parce que les gens disent mais en fait t'as pris tous mes articles et j'arrive à les récupérer, t'as pris des morceaux de livres qui sont sous copyright et j'arrive à les récupérer, oui, mais etc. ils sont mélangés à d'autres. Oui, comment ils arrivent dedans? Parce que quand je fais analyser un PDF par exemple, je lui donne, donc je ne peux pas reprocher à ChatGPT de l'exploiter, je lui ai donné. Mais c'est même avant ça, parce que toi, effectivement, quand tu l'utilises, avant ça, il a été entraîné. Et il a été entraîné sur des masses de données absolument gigantesques. On parle de milliers de milliards de mots. Et ces masses de données-là, personne ne sait ce qu'elles sont. Donc on sait qu'il y a tout Wikipédia, ça c'est sûr. Ouais, et puis on sait qu'il y a des tonnes de livres. C'est ce qui fait qu'il y a des grosses entreprises qui interdisent l'accès à ChatGPT à leurs salariés de peur que le salarié envoie un PDF interne à l'entreprise à faire analyser par ChatGPT et que ça se retrouve dans le modèle de langage. Ouais, mais ça c'était une question des RH par exemple. Elles nous ont dit, il y en avait une grosse banque belge, et elle me dit non mais Claudia, mais nous c'est simple, on a interdit. Et je lui dis, ok, est-ce que les gens qui travaillent chez toi sont en home working partiel? Ah oui, 2 jours semaine. Je dis, ok, imagine que donc je travaille dans ta banque, tu as engagé un profil comme moi. Tu me donnes un ordinateur d'entreprise et un téléphone d'entreprise. Et 2 jours par mois, 2 jours par semaine, je suis chez moi. Est-ce que tu vas vraiment pouvoir m'interdire de travailler sur mon ordinateur portable pour aller accélérer mon process, booster mes compétences, faire des recherches. Utiliser ChatGPT. Et donc, utiliser l'IA, tu n'as aucun contrôle sur moi. En revanche, si tu mets un add-on sur mon contrat, en me disant que si je mets des rapports confidentiels, je suis licencié sur le champ, alors peut-être que même sur mon ordinateur portable, je réfléchirai 2 fois. Donc, l'interdiction aujourd'hui est une aberration, parce que c'est comme si on interdisait aux gens d'utiliser l'électricité ou Internet. Et donc, c'est toute la réflexion de, OK, en fait, c'est pas interdire qu'il faut, c'est conscientiser les gens. OK, oui, c'est super, ça vous fait des trucs de dingue, mais il y a quand même des dangers à ça. D'ailleurs, il y a 25 ans, l'Internet était interdit dans les boîtes à cause des emails, des spams, et il y a 15 ans, virus, Facebook etc. était interdit dans les boîtes. Aujourd'hui, si tu n'as pas de Facebook, tu te connectes à rien.
même si tu ne l'utilises pas au quotidien. Donc oui, il y a vraiment la réflexion des enjeux de la data. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que donc, tu as les GAFAM qui ont bien compris et qui exploitent bien la data. Hein, ils la captent bien, ils la collectent bien, et ils la traitent bien, ils la commercialisent bien. Et puis, j'ai l'impression qu'ici en Europe, tu as plein d'entreprises qui ont plein de data. La SNCF, par exemple. Et qui ne savent pas l'utiliser. Le nombre de trucs que tu reçois qui ne sont absolument pas adaptés. Moi, le nombre de pubs que je reçois par mail de sociétés que je ne connais pas d'ailleurs, qui utilisent mon adresse mail, je ne sais pas pourquoi, et qui m'envoient, parce que j'ai 54 ans, des ascenseurs que tu fixes à ta rampe électrique pour monter à l'étage. Ça fout le blues, hein, ça. Ça fout le blues quand même. Tu te dis, mais attends, mais ça c'est une entreprise européenne qui exploite ma data. Et donc on se bat contre des titans quand même. Est-ce qu'on a encore le luxe de penser à une éventuelle souveraineté ? Alors, en fait, la réponse est forcément oui. Ah, tu crois, toi ? C'est nécessaire. C'est trop important. Nécessaire, mais est-ce possible ? Oui, bien sûr que c'est possible. C'est forcément possible. Attendez, c'est pas des dieux, et nous, on n'est pas des nazes. Enfin, faut qu'on se respecte un peu. En fait, donc on n'est pas capable. Eux, ils peuvent et pas nous. Pourquoi ? Bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. Attendez, il y a 25 ans, Google s'est créé en 1998. Donc en fait, en 25 ans, ils auraient fait quelque chose que les 450 millions d'Européens ne pourront jamais faire. Ces gens-là sont des surhommes. Nous ne sommes que des pauvres hommes. On ne peut pas se mettre dans cette position-là. Il faut qu'on se respecte un peu là. Évidemment qu'on peut. Évidemment qu'on est intelligent. En 25 ans, ils ont fait ça. On l'utilise tous les jours, ce qu'ils font. Oui, refaisons-le. Pourquoi c'est compliqué ? Est-ce qu'en Europe, on a une politique qui nous donne l'occasion de le faire ? Mais on peut parfaitement le faire. Aujourd'hui, donc voilà, moi j'ai ma start-up, les aides de l'État pour les start-up et pour l'innovation sont phénoménales. Mistral AI, qui a été créé en juin, a sorti un modèle de langue Mistral 7B il y a 2 semaines, qui est meilleur que celui que Meta AI avait mis plus d'1 an à construire. Et c'est une société française ? Oui. Ah, c'est le ChatGPT français, oui, c'est ça ? Mistral, oui. Donc évidemment qu'on sait faire. Okay, mais c'est intéressant. Quand on voit... je savais pas, donc l'État, via la BPI, c'est ça ? Évidemment. Ouais. BPI France finance très largement les startups. Elle nous fait du crédit impôt recherche. Elle nous donne des statuts de jeune entreprise innovante qui nous exonèrent de cotisations sociales pendant 8 ans. Enfin, on est hyper accompagnés là-dessus. Moi, je sais que pour les 2 ans de Récital, on avait invité Cédric Villani à un événement. Qui avait fait un rapport pour Macron d'ailleurs sur l'IA. Exactement, suite à son rapport. Et effectivement, il nous disait comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, etc. Et moi, je lui avais dit, franchement, on est déjà dans un paradis fiscal de la R&D. C'est très bien ce que vous faites. C'est bien que tu dis ça, parce que peut-être on le sait pas ou on l'oublie. Non, oui, tout à fait. On l'oublie, on l'entend pas assez parce qu'on est dans un complexe permanent par rapport aux Américains qui est le complexe du cornflakes. Vous vous souvenez de cette chanson de M où il dit toujours moins bien que les ricains? Et c'est vrai, on est dans ce complexe du cornflakes, faut qu'on en sorte parce que tant qu'on y est, on se dira toujours qu'on sera pas capable de le faire. Ok, mais comment Mistral va faire pour gagner? Et oui, pour nourrir aussi la bête. Non, pas tellement nourrir, mais pour aller chercher autant de monde que ChatGPT. Parce que c'est quoi, c'est 100 millions d'utilisateurs en 5 jours? Comment? Parce qu'ils ont une puissance de frappe énorme. Donc oui, on a des budgets en recherche et développement et en développement de la start-up, mais il n'y a pas que ça. Après, il y a comment je vais chercher les gens. Et puis parce qu'il y a une culture aussi de l'expérience utilisateur. Moi, dans tous les podcasts, j'en parle et je sais que les auditeurs en ont marre, mais c'est la clé, l'expérience utilisateur. #SNCF. Ouais, non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Alors SNCF qui a fait des progrès quand même, oui. Qui est le premier site marchand de France, mais effectivement qui n'est pas encore aussi agréable à utiliser, je sais pas, qu'un Google ou qu'un ChatGPT. Un ChatGPT, pourquoi il a eu un tel succès? Parce que c'était utilisable de tous. Mal, pas bien. C'est pour ça qu'on est là pour donner l'information. Mais c'est facile d'accès. Tu arrives, tu poses ta question, tu fais ton truc. Alors, la plupart des gens, ils l'utilisent, ils roulent en Ferrari en première. Hein. On est bien d'accord. Mais c'est facile. Et donc, en Europe, je pense qu'on n'a pas autant cette culture de l'expérience utilisateur. Et donc, oui, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'innovation en France. Il y en a. Mais entre innover et la faire adopter, il y a... Alors, tout à fait. De toute façon, effectivement, ils sont partis bien avant nous. Et on sait très bien que dans le numérique, on a des phénomènes de winner takes all. C'est-à-dire que le premier qui arrive, il prend tout et ensuite les autres ne pourront pas rattraper le truc. Sauf, et moi, c'est ce que je... porte dans mon livre, sauf en fait par la régulation et par la réglementation. Alors effectivement, c'est moins élégant que de construire son Google à l'européenne et de gagner, je dirais, à la loyale, mais est-ce que les Américains et les Chinois sont vraiment à la loyale par rapport à ces entreprises? Les Chinois, on sait déjà que non.
C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, il est interdit pour les entreprises étrangères d'opérer sur tout un tas de secteurs, etc. Et ils sont très largement soutenus par le gouvernement. Mais même aux États-Unis, finalement, on est dans un rapport de force qui est tellement déséquilibré que de toute façon, à la régulière, on ne peut pas gagner. Donc, la posture de l'Europe, qui est celle du régulateur, à mon avis, est la seule qu'on peut avoir d'un point de vue pragmatique. C'est du capitalisme d'État. En Chine, c'est du capitalisme d'État. Et au fond, aux États-Unis, c'est aussi du capitalisme d'État déguisé, parce qu'en fait, on sait très bien que État et start-up marchent main dans la main. Évidemment. Et d'ailleurs, l'immense majorité des innovations dont on bénéficie aujourd'hui ont été financées par la DARPA. L'armée, voilà, Internet, c'est l'armée. Voilà, exactement. Ouais. Internet, la souris aussi. La crypto, etc. Tout. Hein. Mais tu peux développer ta pensée quand tu dis ce qui va sauver l'Europe, c'est la régulation. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi j'ai envie de dire... C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce que j'ai envie de dire, ouais, la régulation c'est chouette. Mais On a l'impression que ça nous met des bâtons dans les roues, en fait, la régule. Mais toi, tu dis non, ça va nous libérer. Oui. En fait, on construit les barrières dont on va avoir besoin. Aujourd'hui, on est, depuis le Covid notamment, mais c'était déjà en germe avant, on est dans une démondialisation du monde. Ça, c'est sûr. Il faut lire des gens comme Branko Milanovic qui parlent effectivement de l'ère de globalisation qui va de la chute du mur de Berlin à la crise financière de 2008. Il dit que c'est la plus grande phase de mondialisation de l'histoire de l'humanité. Et donc, effectivement, pendant toute cette période-là, on abaisse les barrières douanières, on fait construire les choses aux quatre coins du monde, on assemble à un autre endroit, on vend encore dans un autre endroit, etc. C'est vraiment la globalisation qu'on a connue. Et depuis notamment le Covid, où les chaînes logistiques ont été profondément bousculées, voire détruites, on commence, pas uniquement à cause du Covid, aussi pour des raisons de nationalisme dans l'économie, ce que fait par exemple Donald Trump, à réindustrialiser les différents blocs. Et je pense qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est bien dans l'absolu, j'ai pas de discours moral là-dessus, j'ai uniquement un discours pragmatique. C'est-à-dire que de toute façon, il le faudra, parce que si demain, pour une raison ou pour une autre, on n'est plus d'accord avec les Américains et qu'ils nous coupent Google Mail, Google Contact, Google Maps, iOS, Office, Android, en fait, on fait quoi? Ça fait froid dans le dos, ce que tu dis. On va faire du fromage de chèvre dans le Vercors. Oui. Mais non, mais c'est ça. Donc en fait, on n'a pas le choix. Il faut le faire. On est de la même manière que l'eau et l'électricité sont des ressources stratégiques dont personne ne peut prendre les risques de les importer d'un pays voisin, même s'ils sont amis. Le numérique est une ressource stratégique dont on ne peut pas se permettre de l'importer d'un pays voisin, même ami. Parce que si un jour c'est plus notre ami, on fait quoi? Et tu as l'impression qu'en France, les politiques ont cette conscience? Oui, le débat sur la souveraineté technologique est extrêmement répandu, en tout cas, oui, assez répandu. Je pense qu'au niveau franco-français, on est trop petit pour le faire. Il faut le faire au niveau européen. Ça c'est sûr, sinon on sera trop petit. D'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un de la BPI récemment, et je lui disais, oui, évidemment, nous, le problème qu'on a par rapport aux États-Unis, c'est que quand on monte une start-up aux États-Unis, on a d'emblée un marché de 350 millions de personnes qui parlent la même langue et qui ont la même monnaie. Moi, quand je monte ma start-up en France, j'ai 60 millions de personnes qui parlent la même langue, mais en fait, si je dois aller dans le pays d'à côté, on parle plus la même langue, et puis il n'y a pas toujours la même monnaie, etc. Et donc, on a un marché qui est hyper fragmenté, et c'est une des complexités évidemment du développement en Europe, mais en revanche sur le numérique qui est tellement important, dans nos vies personnelles, dans les vies des institutions, des gouvernements, etc., on ne peut plus se permettre de dépendre uniquement des Américains là-dessus. Ah donc justement Gilles, c'était l'objet de ma prochaine question sur l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est 450 millions de consommateurs, alors qu'ils ne parlent pas tous la même langue, mais c'est bien l'objectif de l'Union, c'est de faire un grand marché et de déployer des technologies partout. Alors pour le Web 3, on sait que par exemple, il y a une régulation qui fait que on pourra proposer de la crypto-monnaie sur 27 pays. Il suffira d'être enregistré dans un pays de l'Union et on pourra proposer ces services dans 27 pays. Est-ce que l'Union Européenne pense à ça? Parce que je sais qu'il y a l'IA Act, donc l'Union Européenne va réguler ou veut absolument réguler l'IA, ce qui est une bonne chose. Est-ce qu'ils vont dire, voilà, la force de créativité d'un pays comme la France va s'allier à celle de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Alors, effectivement, l'IA Act a potentiellement une portée européenne. On a parlé du DSA, du DMA fin août qui sont entrés en vigueur. C'est notamment Thierry Breton, commissaire français, qui pousse ça. Il y a aussi Margaret Vestager, la danoise, qui pousse ça également. Donc ça, effectivement, ça a vocation à être européen. Maintenant, en pratique,
moi, je vois pas encore ça. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est très franco-français, et puis les Allemands, donc en France, on a Mistral et Layton pour les grands modèles de langue. En Allemagne, ils ont Aleph Alpha. En Espagne, ils vont en avoir un autre, etc. Donc c'est vrai que dans les faits, c'est quelque chose qu'on voit pas encore. Au niveau de la réglementation, en revanche, c'est effectivement européen, et ce sont vraiment des réglementations qui sont hyper importante pour nous, en fait. Enfin, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être protégé comme ça. Moi, je pense qu'un jour, de la même manière qu'on a des réfugiés climatiques, on aura des réfugiés numériques. C'est-à-dire des gens qui viendront dans des espaces... C'est intéressant. Mais ouais, dans des espaces où leurs données sont respectées et protégées. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le fait d'avoir des vidéos de soi, son visage, sa tête, sa voix, ses textes, toutes ses recherches, tout ce qu'on fait disponible à tout le monde, ça pourrait être... Ça nous met potentiellement quand même dans une position de très grande fragilité. Oui, tu as raison, nous, la reconnaissance visuelle en rue par les administrations. Et nous, quand on voit les deepfakes qui deviennent absolument parfaits, j'avoue que moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais attends, moi, j'ai ma tronche sur YouTube, Claudia aussi. Un jour, pourquoi pas quelqu'un va utiliser ça pour faire un deepfake. Alors moi, personne, on n'est pas connu, mais encore que, il pourrait se dire, tiens, lui, puis alors on va... Enfin, ça peut faire peur. Hein. Ben ouais, enfin, et donc, je pense... Mais c'est quoi les ressources? Imaginons demain, quelqu'un fait un deepfake de moi en disant que, je sais pas, on raconte des grosses conneries. C'est quoi le recours? Eh ben, tu peux directement contacter la CNIL, contacter les différents points de contact qui sont mis en place, contacter Google qui désormais a une obligation de répondre rapidement au CNIL de chacun des pays d'Europe pour supprimer du contenu qui est illégal, etc. C'est en fait hyper important ça. C'est vrai qu'on en parle peu et puis c'est souvent vu comme un peu chiant. En fait, il arrive, il veut nous interdire, nous on veut innover. Et en fait, c'est pas ça. C'est vraiment un cadre de protection qui est hyper important. Je savais pas que je connaissais la CNIL, très connue. Je savais pas qu'il y avait tu pouvais tout de suite interpeller la CNIL donc via leur site web, dire cette vidéo, elle est pas de moi, c'est un deepfake. Oui. Alors sur la vidéo précisément, enfin je sais pas si ça s'applique encore, mais ce que je sais c'est qu'effectivement tous les gros producteurs de contenu et les grosses plateformes, et ça c'est l'objet du DSA ou du DMA, je me souviens plus, à chaque fois je les confonds, mais qui effectivement dit ok, vous devez mettre en place des systèmes efficaces pour contrôler les contenus qui sont chez vous, pour supprimer les contenus haineux, violents, etc. Aujourd'hui, c'est plus important que jamais. Et d'ailleurs, Twitter, donc X, s'est fait remonter les bretelles parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle guerre entre l'Israël et la Palestine qui est en train, qui a démarré il y a une semaine, en fait, il y a énormément de contenu qui enflamme littéralement les populations. Enfin, c'est hyper dangereux. Donc oui, il faut les contrôler. Et oui, il faut que ces plateformes qui très longtemps se sont cachées derrière « Ah, nous on produit pas, on ne fait que permettre la diffusion », ils ne peuvent plus se cacher derrière ça. Et on leur dit « Non, en fait, vous êtes aussi responsable du contenu qu'on y trouve, donc vous devez le réguler ». Et t'as raison, Elon Musk, lui, il va à fond les ballons. Il dit « Mais moi, je suis fier que tout le monde puisse s'exprimer, y compris de manière excessive. » Oui, mais comme dit Gilles, il enflamme des populations. Enfin, en temps de guerre, tu viens pas mettre de l'huile sur le feu, quoi. Ça, c'est un grand débat, ça. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Pour revenir sur la régulation, et après, on reparle de ChatGPT, parce que là, on a fait une boucle, on s'est égaré. Mais pour revenir sur la régulation, moi, je viens... Donc, mon expertise, c'est le contenu. Donc, je travaille dans des groupes de presse. Donc, j'ai accompagné la transformation GDPR dans un groupe média. Ça a coûté très cher. Ça a pris beaucoup de temps. OK. Et puis... RGPD pour les Français. Ouais. Et puis quand tu es maintenant dans le métro, tu regardes un peu les gens autour de toi, comment ils font. Alors ça aussi, je l'ai déjà dit sur des podcasts, restez avec moi, n'allez pas ailleurs. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le dis à Gilles. Dans le métro, tu regardes les gens, ils vont sur leur iPhone, ils ont un pop-up qui s'ouvre, vous êtes d'accord? Ils font quoi? Ils sont d'accord parce que ce qui les intéresse, c'est d'arriver au contenu rapidement. Donc finalement, la loi GDPR, c'est une super loi. Mais aujourd'hui... Est-ce que je vais faire un procès au type qui m'envoie des ascenseurs sur mon escalier? Non, j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc, et finalement, qu'est-ce que je fais quand il y a des pop-up? T'es d'accord? Allez, oui, ok, vite. Tu cliques sur la plus grosse croix, et c'est souvent celle qui dit oui. Donc, c'est une magnifique régulation, mais qui n'est absolument plus adaptée, 5 ans plus tard, à une crise post-Covid où les gens sont pressés comme des citrons, où il n'y a plus de limite entre la vie professionnelle et la vie privée, où on est tous sur nos iPhones au minimum 6 heures par jour, et où on n'a plus le temps de réfléchir à si on est d'accord ou pas. On clique sur la première croix qu'on voit pour accéder au contenu. Donc, elle ne colle pas tellement à
l'expérience de nouveaux utilisateurs. Donc oui, la régulation, c'est bien, mais elle ne doit pas être figée dans le temps. Elle doit toujours, pour moi, être collée à la réalité du terrain. Alors, quand même, il faut rappeler que si la CNIL et les CNIL européennes vont mettre des amendes records, parfois à Meta, mais parfois à Cdiscount, etc., c'est aussi parce que la GDPR dit vous n'avez pas le droit de garder les données de vos clients plus de 6 mois, sauf si la loi vous l'y permet, etc. Donc, c'est que de toute façon, pour les entreprises, ça a été un vrai processus qui a été mis en place et qui, là, du coup, est toujours en place aujourd'hui, indépendamment du fait qu'on clique ou pas. Même si on clique rapidement, quand on voit la pop-up qui arrive et qu'effectivement, ça emmerde tout le monde, les cookies, machin, etc., malgré tout, quand on clique oui, ça veut pas dire qu'ils ont tous les droits. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne tous nos droits pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de nos données. Et si on a encore des droits, même quand on a cliqué oui, c'est aussi grâce à la RGPD. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut pas tout jeter non plus. Maintenant, je suis d'accord. Effectivement, c'est comme les conditions d'utilisation. Hein. On arrive sur ChatGPT, on dit oui, je suis d'accord. Puis qui a pris le temps de lire ces trucs-là? Ça vaut le coup d'ailleurs, parce que effectivement, c'est là qu'on voit qu'ils disent ah, on peut utiliser vos données pour les envoyer à des tiers, à d'autres personnes, à des recherches personnelles, etc. Mais effectivement, ça on le fait comme ça. Mais malgré tout, il y a quand même un cadre réglementaire derrière qui fait que même si on a dit oui, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Et on peut faire le lien avec la démocratie. Est-ce que tu penses que l'IA, justement, si elle n'est pas régulée, peut faire vaciller la démocratie? C'est quoi le risque en fait? En fait, c'est déjà le cas. Hein. Il y avait un excellent reportage, je crois que c'était sur Arte, qui s'appelait Les nouveaux manipulateurs, qui raconte comment... Alors ensuite, c'est pas que l'IA, c'est aussi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est pas que de l'IA. C'est aussi l'humain, je veux dire. Enfin, c'est pas que des machines qui parlent entre elles, c'est quand même bien nous qui l'utilisons. Mais donc, effectivement, on a vu Cambridge Analytica, on a vu, il faut voir les lanceurs d'alerte de Meta, donc je pense à Sophie Zhang notamment. Oui, on a vu. Qui disait, mais enfin, voilà, qui était, peut-être pas stagiaire, mais je veux dire, qui avait un poste vraiment moyen chez Meta, et qui disait, donc qui disait, voilà, je rapportais à mon patron, par exemple, qu'en Équateur, par exemple, une semaine avant une élection, il y avait 30 000 faux commentaires qui avaient été déposés. On est capable de dire que ce sont des faux commentaires. Et je lui disais, j'ai le droit d'effacer. Puis le mec disait, je sais pas, j'ai pas le temps, on voit. Et donc elle disait, je me retrouvais à en fait influencer des élections présidentielles dans des pays parce que je pouvais ou pas supprimer des commentaires dont je savais qu'ils auraient un impact sur ce que les gens allaient voter. Donc ça c'est sûr, Cambridge Analytica c'est évidemment ça, et donc effectivement dans ce reportage il montre que ça a été la même chose pour Bolsonaro au Brésil, pour Narendra Modi en Inde, où là du coup ils sont beaucoup plus sur WhatsApp avec des groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais là c'est plus des médias de masse, c'est plutôt de la manipulation via médias de masse, ça c'est vraiment pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est très ciblé. Ça va être accéléré avec l'IA. Ce qui est nouveau, c'est que c'est le ciblage. Hein, donc, avant, quand avec une chaîne de télé, De Gaulle disait la télé, c'est la voix de la France. Hein, donc, c'était la manipulation à tous les étages. Mais là, tu as raison. C'est Cambridge Analytica est une boîte qui segmente des données et qui dit pour vous faire voter Trump, on va cibler les gens qui ont entre 30 et 40 ans et qui habitent là, etc. Oui, mais la question, c'est OK, on sait que ça existe. Et c'est dramatique. OK ? Mais est-ce que l'IA va accélérer ça? Ou quel est le risque? Oui. Parce que c'est mettre une surcouche technologique sur déjà des technologies qui sont abusives et dangereuses. Donc, et on sait, on le voit là, à quel point ça peut être rapide. Tu as raison, parce que si on résume l'IA, en gros, l'IA va te dire moi je sais qui vote Trump. Voilà le profil type, et voilà où on va aller le trouver, et voilà ce qu'on va aller lui dire. Des choses que même nous, un groupe de marketeurs humains, on ne pourrait pas trouver en fait. Oui, c'est clair qu'effectivement le marketing ciblé est d'une précision, je me dis que vous en avez fait, c'est d'une précision chirurgicale. Quand on va sur Facebook, quand on va sur LinkedIn, etc., on peut choisir très très précisément les gens qu'on veut. Et là, effectivement, c'est bien de l'IA dans le sens des moteurs de recommandation qui vont du coup envoyer les messages vers telle ou telle personne. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Alors, est-ce qu'on interdit? Un peu compliqué quand même. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour réglementer ça? Alors, dans les dernières réglementations, il y avait notamment le fait que les moteurs de recommandation devaient expliquer pourquoi les messages étaient montrés. Maintenant, comment ça marche en pratique? Est-ce qu'il y a un petit message qui dit « Je vous montre ce message avec des chaussettes parce que vous avez acheté des chaussures de sport ?»
c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que la mise en œuvre est pas du tout évidente. On voit pas bien comment est-ce qu'on peut faire ça. Il y a probablement quand même des réglementations qui pourraient être mises en place sur les partis politiques. C'est-à-dire effectivement, est-ce que les partis politiques ont le droit d'utiliser ça? Peut-être qu'on pourrait dire, ou en tout cas, dans quel cadre, sous quelles contraintes. Mais bon, là encore, ça dépend énormément d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, de toute façon, il n'y a pas de limite au financement des campagnes politiques. Donc à partir de ce moment-là, donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment une course aux milliards de dollars investis, voilà. Oui, et puis il y a l'uniformité aussi, c'est que, par exemple, alors je sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, les professions qu'on appelle de santé, donc les dentistes, les gynécologues, les médecins, ne peuvent pas faire de pub. Et quand tu vois sur Instagram, tu es targeté par des cliniques turques qui te proposent des dents, des cheveux, des seins, des trucs. Alors, ne pensez pas que j'ai été cliquée sur des seins, sur des sites comme ça, mais j'ai fait la démonstration un jour, de la puissance du targeting. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, le médecin en Belgique, il est limité, mais il se retrouve en concurrence avec des médecins turcs qui font de la pub sur ton Instagram. Tu te dis, mais attendez, il y a un truc qui fonctionne pas. Non, ça c'est clair. Mais pour moi, la question, c'est plutôt comment ça se fait que les médecins turcs puissent te targeter sur ton Insta jusqu'en Belgique. Ah ben, il suffit que tu vas sur leur site, t'es traqué, et tu vas... Donc tu vas sur des sites turcs. Non, justement, voilà. Pour me faire implanter des cheveux. Non, pas du tout. Pour lui. Alors, ouais, pour moi. Non, mais revenons sur ChatGPT. Il y a une question parce que toi, donc Gilles, tu enseignes. Aux États-Unis aussi, je crois, où tu vas souvent là-bas. Donc, tu as une vision à la fois européenne, à la fois anglo-saxonne. Donc, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai étudié un peu aux États-Unis, donc dans les universités ou même dans les écoles, tu as le droit d'étudier à livre ouvert. Tu as le droit, de faire ton examen à livre ouvert. Ce qui est inouï pour des Français où tu as Attends, ça veut dire quoi? Ah bah tu peux remplir ton examen. Tu peux répondre. Tu peux avoir tes livres ouverts, c'est-à-dire que tu peux aller lire les textbooks et pour écrire ton examen. Alors qu'en France c'est livre interdit. Tu dois tout sortir de ta tête. Et je sais que ChatGPT est utilisé maintenant progressivement librement dans les facs, les universités. Et donc toi tu vois ce choc là de culture avec la France qui interdit encore ChatGPT. Alors justement, ça dépend où. Effectivement, Sciences Po typiquement a dit ChatGPT interdit, etc. Ce matin, j'étais donc à Diderot pour faire un cours justement en traitement automatique du langage, et j'ai demandé aux étudiants, je leur ai dit, mais vous, est-ce que vous l'utilisez? Et alors, tout le monde l'utilise. Et je lui dis, vous l'utilisez genre une fois par semaine? Ils disent non, pas du tout, tous les jours, en quasi-dialogue permanent en fait. Donc, et ça, du coup, ce serait ridicule de vouloir l'interdire ou le couper. Enfin, ça serait complètement idiot parce que ils l'utilisent. S'ils l'utilisent, c'est pas pour le plaisir d'embêter les gens, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et effectivement, alors quand on parle avec eux, ils nous disent effectivement que c'est une sorte de prof particulier en fait. Et ça, justement, je lisais pas mal de témoignages, donc américains aussi, qui disaient mais moi en fait j'ai pas beaucoup de sous, je travaille dur pour essayer de financer mes études, et ben maintenant j'ai mon prof particulier que j'aurais jamais pu me permettre avant. Donc ça c'est quand même hyper intéressant. Et donc qu'est-ce que c'est dire le prof particulier? C'est-à-dire qu'il y a eu des éléments de cours qu'il n'a pas compris, qui ne sont pas clairs, pour tout un tas de raisons. Enfin, je veux dire, tout le monde a eu un cours duquel il sortait sans avoir tout compris, hein, je crois que c'est l'immense majorité. Ben là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir sur ce point de cours. Donc, je sais pas, écoute, le théorème de Pythagore, j'ai rien compris à son truc, explique-moi ça simplement. Et ça, on sait que ChatGPT est super fort pour faire merveille, ça. Exactement. Hyper pédago. Vas-y, donne-moi des images, fais-moi un dessin, il te fait le dessin, et ça, c'est super, ça. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que l'intention première d'Elon Musk en créant OpenAI, donc ChatGPT, c'était d'entrer donc dans tous les foyers et de rendre l'IA accessible à tous, en vue notamment de pallier aux inégalités cognitives et défaillances cognitives. Donc inégalité cognitive, moi en formation je prends toujours l'exemple, nous on s'occupe d'un petit garçon qui est en foyer, très insécurisé, abandonné plusieurs fois par ses parents, etc. Donc incapable de se concentrer à l'école, etc. Inégalité cognitive, il n'est pas bon à l'école. Comment tu peux rendre l'éducation ludique avec un outil comme ChatGPT? Et la défaillance, c'est tu as 3 enfants et il y en a un qui est sourd. Son apprentissage n'est évidemment pas le même. Comment l'intelligence artificielle peut pallier pour ne pas qu'il soit en marge de la société? Et tu te dis, il est quand même dingue, Elon Musk, mais quand même, les valeurs premières, enfin, une des valeurs premières qui est celle-là, était quand même magnifique, de venir pallier pour ne pas laisser les gens en marge de la société.
Ouais, donc ce Si tu prof penses à ça. particulier, alors Pythagore, il se trompe jamais, je suis d'accord. Mais en revanche, tu l'interroges sur des événements très récents, il va se tromper, voire halluciner, c'est-à-dire te dire des choses Mais fausses. tu dois le connecter à Internet. C'est pour ne plus. Voilà. Oui, mais alors même ça, alors bon, plusieurs choses. Bon, concernant les intentions premières d'Elon Musk, pour moi, l'intention première d'Elon Musk n'a jamais été de dire que la vérité non plus. Enfin, donc bon, mais malgré tout, ça reste un entrepreneur de premier plan, ça je suis d'accord. Mais Oui, je trouve oui. que voilà, c'est un personnage en tout cas controversé. Mais en tout cas, son intention dans tout ce qu'il fait, c'est d'augmenter l'humain. Oui. Et donc, Je pense, ouais. ça relie augmenter l'humain, même ceux qui ont des défaillances et des inégalités cognitives. Il veut augmenter l'humain. Et lui aussi. Et lui aussi. Je ne sais pas qui est-ce qui veut augmenter lui, d'abord, mais enfin premier. bon, bref. Mais donc voilà, non mais donc ouais, c'est vrai que moi je trouve qu'en tant que prof particulier c'est vachement bien. Maintenant je suis d'accord effectivement, et ça c'est une des grandes limitations qu'on a aujourd'hui sur le déploiement plus général de ChatGPT en entreprise. Nous on travaille là-dessus au sein de Récital. C'est qu'effectivement parfois il peut, comme tu dis, halluciner, c'est-à-dire générer des phrases extraordinairement crédibles. En plus, c'est vrai qu'il s'exprime toujours avec Ça beaucoup d'aplomb, ressemble tellement. beaucoup de clarté. On a vachement envie de le croire, et parfois c'est n'importe quoi. Notamment sur des références. Par exemple, moi je sais que j'ai des amis profs qui me disaient je lui ai demandé de me sortir des références sur, je sais pas, le Moyen-Âge en France. Il sort 10 références hyper crédibles, etc. Il n'y en a pas une seule qui existe. Idem, vous avez dû voir. Mais oui, vous avez dû voir cet avocat américain. Oui, Voilà. ça, tout le monde a vu ça. L'avocat Non, américain. non, moi j'ai pas vu. Qui Explique. a demandé de la jurisprudence à ChatGPT et tout est inventé et l'avocat n'a pas vérifié et il sort ça à la cour. Il se fait Il allumer se fait par le allumer. juge. Parce qu'effectivement, ce que ChatGPT lui génère est hyper réaliste. Non, mais c'est Donc génial c'est pour les Smith contre Jones Ouais. 2004, Ouais. tu sais, machin. Mais c'est génial pour quand tu as un litige avec ton voisin et que tu veux pas faire appel tu veux juste l'impressionner. Alors voilà, ça pour l'impressionner, oui. Ouais. Mais si lui-même est un peu malin, il dit ok, très bien, présente ça au juge, parce que du coup ça s'est retourné contre lui. Le juge Ouais. a dit ok, moi c'est pas la personne que vous attaquez que j'aimerais voir, c'est vous. Vous travaillez comment en fait, etc. Et donc alors heureusement il a plaidé la bonne foi, il a dit pardon, en fait je pensais que c'était un moteur de recherche, je suis absolument désolé. Donc voilà. Mais donc voilà, il y a quand même ce vrai sujet-là, ou alors même une journaliste du Washington Post qui voulait faire un article sur les problèmes de harcèlement dans le milieu universitaire. Et pareil, ChatGPT a inventé des trucs, mais avec des vrais noms de profs. Et donc le prof qui commence à recevoir des WhatsApp du genre dis donc, je suis hyper déçu, je pensais pas que t'aurais fait ça, etc. Il dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et il tombe sur l'article et dit mais c'est n'importe quoi. C'est une forme de deepfake d'ailleurs. C'est Ouais. pas un deepfake vidéo, c'est un deepfake texte. Et ça, c'est quand même des choses qu'il faut vraiment surveiller. Donc voilà. Oui, mais justement, je fais le lien avec ce qu'on a dit au début, les compétences de demain. Moi, je pense qu'on va avoir une société d'experts. On va avoir besoin de gens qui ont du jus de cerveau. Parce que pour être un bon journaliste, tu ne vas pas devoir écrire. Tu vas devoir faire de l'analyse, croiser tes informations, aller vérifier, challenger l'intelligence artificielle. Et donc, ton travail de journaliste, ta compétence première qui est de croiser l'information, c'est ça ta plus-value et c'est ça que tu dois cultiver. C'est plus d'avoir une bonne plume ou pas. Ok ? Et donc, moi, ça m'intéresse les compétences de demain. C'est vraiment, et c'est ce que je dis en formation, je dis identifier là où vous amenez le plus de valeur. Parce que c'est ça que vous devez travailler, ça que vous devez cultiver et ça que vous devez amplifier. Parce que tout le reste, ça sera pris en charge par l'intelligence artificielle. En revanche, votre réflexion, votre esprit critique, votre esprit d'analyse, votre réflexion, votre connaissance, parce que, encore une fois, ça rejoint la question, qu'est-ce que l'intelligence ? Alors ça, c'est une très grande question. Juste effectivement, en tout cas, J'ai vu tes yeux qui brillaient. sur les compétences. Sur les compétences nécessaires, je suis assez d'accord. En tout cas, cette compétence d'aller vérifier ses sources, d'aller croiser ses sources, d'aller s'assurer que ce qu'on lit, c'est vrai, va être une compétence absolument indispensable. Et en ce sens-là, peut-être pas l'IA, mais en tout cas les réseaux sociaux et la abondance d'informations de nous faire perdre un temps considérable, parce qu'effectivement normalement à chaque fois que ChatGPT nous raconte un truc, il faudrait quand même qu'on aille le vérifier. Alors il y a certaines choses qui sont simples et voilà, mais dans certains cas effectivement il faut vérifier, et on voit bien ce qui arrive à celles et ceux qui ne vérifient pas. Quant à la question qu'est-ce que l'intelligence, alors là évidemment je suis bien incapable d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence évolue aussi avec la technique. Il est très certain que l'intelligence d'un homme préhistorique n'était pas la même que celui d'un homme d'aujourd'hui, parce que être intelligent quand on est un homme préhistorique, ça voulait peut-être dire savoir faire du feu, trouver des sources de nourriture, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être moins indispensable. L'intelligence aujourd'hui, c'est effectivement réussir à S'adapter.
à s'adapter et à garder un objectif. Parce que le problème aussi, c'est qu'on est quand même le fameux FOMO, le Fear of Missing Out. Ça fait que du coup, on est tous sur nos téléphones, sur nos trucs, en train de regarder les news et en train d'essayer de suivre. Et alors, c'est quand on fait ça, on fait plus rien. C'est comme l'âne de Buridan. Vous savez, l'âne de Buridan, c'est celui à qui on proposait 2 carottes exactement à la même distance de la bouche et qui est mort de faim. Parce que, voilà. Parce que, et donc, effectivement, ne devenons pas ça. Parce qu'effectivement, quand il y a trop d'informations, à force de vouloir les suivre toutes, on ne sait plus bien ce qu'on veut faire nous. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que pour moi, l'intelligence aujourd'hui, c'est la capacité à acquérir rapidement et à comprendre l'information, mais également à quand même garder un but, parce que sinon, en fait, on fait que se faire distraire. C'est intéressant, c'est une sorte d'objectif. Donc en fait, c'est une sorte de lâcher prise, c'est faire un zoom out, essayer de regarder à quoi ces technologies vont nous servir à nous dans notre vie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Définition de l'intelligence, merci de dire humblement. Franchement, les gars, j'en sais rien. Parce que qui peut nous dire aujourd'hui? Certains prétendent qu'ils savent. Et puis, on dit qu'il y a combien de formes d'intelligence? 60? Je sais pas. Je sais pas. Il y en a des dizaines de formes d'intelligence. Qui se complètent les unes avec les autres. Tu peux en avoir certaines et pas d'autres. Donc, et donc, plein de formes d'intelligence différentes, puisque si tu associes toutes ces combinaisons, mais c'est intéressant aussi de se dire, parce que tu parles d'objectifs. Alors, il y a d'objectifs personnels et puis il y a les objectifs dans l'entreprise. L'intelligence, c'est quoi aujourd'hui en entreprise? C'est de justement identifier tes vraies compétences, celles qui ne seront jamais remplacées par l'intelligence artificielle. Par exemple, donc c'était une petite idée, j'imagine. Oui. Pour moi, ce qui relève de l'humain, c'est typiquement l'empathie. La capacité à avoir cette discussion-là, vous l'aurez jamais avec ChatGPT. Pas forcément en termes de contenu, mais en termes même de plaisir à parler, de plaisir à échanger. Là, on se regarde, on sourit, on voit la réaction de l'autre, etc. Et ça, en fait, c'est hyper important. C'est ces côtés très humains. Pour moi, ce que je dis toujours, c'est que l'intelligence artificielle, ça sert à rendre à l'humain ce qui appartient à l'humain et à la machine ce qui appartient à la machine. Et en ce sens-là, c'est une vraie libération. Libérons-nous de toutes nos tâches machinale de, lire de la paperasse, scanner des trucs, etc. Ça, effectivement, l'IA va pouvoir s'en saisir et le faire. En revanche, gardons ce qui est humain et ce qui nous plaît, notamment le contact interhumain, la discussion, l'échange, le fait de créer ensemble la vraie créativité. On l'a pas vraiment sur ChatGPT. On peut lui demander quelques idées, mais finalement, il ne fait que nous ressortir des choses qui ont déjà été créées. Je veux dire, Einstein, ChatGPT ne peut pas trouver E égale MC2. Il y a quand même quelque chose dans l'intelligence humaine qui relève de cette capacité à justement faire un pas de côté pour dire je vais penser différemment. Ça s'appelle la capacité d'abstraction qui est très humaine, c'est-à-dire la religion, la foi, la science, la physique quantique qui est totalement... Effectivement, tu as raison, ça, les machines, voilà, on est très 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 loin. D'ailleurs, dans ton livre, tu démystifies vraiment l'IA, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que alors là, la presse en donne à cœur joie sur les dystopies, genre on va tous mourir, ou alors on va tous être asservis par l'IA façon Matrix. Toi, tu dis non mais arrêtez de rêver, ça c'est dans des siècles finalement. Et puis ça génère beaucoup de peur en entreprise. Moi j'ai l'expérience, donc j'ai formé quelques entreprises là ces derniers mois, et c'est toujours donc le responsable du département qui vient chez toi qui dit vous formez mes équipes, ok? Donc tu arrives, tu formes les équipes, et au début je me disais je dois être nul comme formateur, il n'y a pas de questions quoi. Franchement, ça fait 3 heures que je cause ici, et même pas de questions. Franchement je me sentais nulle quoi. Et après j'ai compris, en fait les gens étaient dans leur peur. Ils avaient reçu une claque. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne posaient pas des questions devant leur responsable qui avait organisé la formation. Ils m'envoyaient des mails ou ils m'appelaient ou des messages sur LinkedIn. Après, pour me dire « Ah non, mais moi, Claudia, je suis copywriter là, dans cette banque depuis des années. Mais c'est fini, ils n'ont plus besoin de moi, ils vont me virer. Ah, mais moi, je suis spécialiste SEO. Ah, mais moi, je suis... » Et en fait, je me suis dit « Ah, c'est horrible, je leur ai fait peur, en fait. » Et du coup, j'ai ajouté des slides. Et justement, tu parles d'empathie, où j'explique qu'en fait, ce sont des outils. Et du coup, j'explique plus techniquement comment ça fonctionne. Et donc, du coup, ça calme les gens, tu vois. Et c'est important parce que la presse, elle nous fait flipper, quoi. Oui, l'arrivée de ChatGPT a déclenché une vague de peur et d'angoisse absolument phénoménale. Non, mais d'autant que cette révolution a ceci de particulier qu'elle vient bousculer l'école blanc et plus l'école bleue.
Et ça c'est assez nouveau, ça, en fait. Habituellement, ce sont les gens dans les usines ou ce sont les travaux manuels qui se font bousculer par les révolutions techniques, que ce soit les canuts ou les ludites du 18e, 19e siècle qui sont bousculés par le métier à tisser de jacquard qui fait du tissu automatiquement et que eux se sont mis à casser, en fait, sur les places publiques en disant hors de question qu'on se fasse remplacer par cette machine, ou même les OS, les ouvriers spécialisés dans les usines d'automobiles dans les années 70 quand ils ont vu arriver les premiers robots. Et là, aujourd'hui... Et la micro-informatique pour les secrétaires. Voilà, exactement. Voilà, les gens les sténodactylos, voilà, qui prenaient des cours hein. Et donc, du coup, pour une fois, cette fois-ci, c'est les bac plus 5 qui se font bousculer. C'est ça. Et qui se disaient, parce qu'on leur a toujours dit, fais ton école de commerce, fais ton école d'ingénieur, tu seras tranquille. Et là, il y a un truc qui arrive et qui fait des slides mieux qu'eux. Et c'est pour ça que ça a considérablement angoissé les gens, notamment cette population qui se pendait, même les profs qui se disent, merde, je ne sers plus à rien. Genre, quand le professeur est bousculé, le professeur qui normalement enseigne à tout le monde, là, il est bousculé par une technologie. Alors qu'à l'inverse, le garagiste, le plombier, le serveur dans le café, mais alors lui, ils s'en fichent complètement. Ça ne le dérange pas du tout. Et c'est intéressant ce que tu dis. Parce Au contraire, sa comptabilité sera faite par un IA et il ne paiera plus un cabinet comptable et il gagnera plus d'argent. Et il passera plus de temps avec son client. Et plus de temps avec le client. Et c'est intéressant ce que tu dis. Je fais le lien. J'ai discuté la semaine dernière avec un gros cabinet de conseil. Je ne peux pas dire le nom. Et on parlait d'IA. Et il disait, mais nous, on est flippés parce qu'en fait, nous, on a des batteries de mecs en costume gris qui pondent du slide. Et on se rend compte qu'on doit revoir tous nos process et on n'y est pas encore, on est loin. On ne peut plus se permettre de faire du slide comme il y a un an. Et donc tu te dis, attends, mais c'est un mastodonte et il n'y est pas encore. Ils n'ont pas encore revu leur process, mais qu'est-ce qu'ils attendent, quoi. Comment tu crois, Gilles, que va se passer cette révolution à l'école ? Alors l'école a 100 ans de retard encore aujourd'hui. Ça va être violent, non ? Ça va être. J'ose même pas imaginer quand tous les élèves auront ChatGPT et diront au prof, qu'est-ce que vous nous racontez là ? Enfin, ça a plus de sens. Ça nous intéresse plus. Enfin, ça va être. Oui, c'est sûr qu'il y a un vrai truc à faire. Je pense que c'est vraiment un super outil pour l'école. Heureusement, il y a des profs. Là, j'étais avec une prof de lettres récemment qui disait, mais moi, je les fais travailler dessus. Je leur fais prendre conscience de comment ça fonctionne, des limites, etc. Je sais qu'il y en a aussi qui sont beaucoup plus réfractaires. Et effectivement, je pense que ça posera des vrais problèmes parce que le jour où l'étudiant se dira, moi, en fait, je vais plus vite sur mon PC, chez moi, tranquille, à bosser un sujet plutôt que d'aller écouter un prof. Avec mon casque VR. Ouais, alors ensuite la VR, ouais, c'est vrai. ça on verra, mais genre même dans la vraie vie tout simplement. Ouais, on verra, mais tu verras dans 10 ans. Ouais. Ah mais même avant. Non, bien avant. Bien avant. En revanche, et ça c'est ce qu'on entend partout, et ça je trouve que c'est très juste, ChatGPT ne remplacera pas les gens, mais les gens qui utilisent ChatGPT remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. C'est ça, donc le prof qui aura ChatGPT, qui aura tout compris, lui, il a de l'avenir. Évidemment parce que ChatGPT ne fait pas plein de choses que lui fait. Et là encore, on parle des trucs humains, c'est-à-dire de l'empathie, de la capacité à se regarder, à comprendre l'élève qui a une difficulté, à se mettre à côté de lui pour à lui dire... réfléchir tout simplement, parce que ChatGPT ne réfléchit pas. Non. Tout simplement à réfléchir. Enfin, le professeur apporte plein d'autres choses que ChatGPT. Mais si en revanche, effectivement, il se contente d'être uniquement dans le transfert d'informations, alors ChatGPT le fera mieux. Si en revanche, il est dans l'empathie, il est dans l'accompagnement, il est dans la compréhension de l'autre, ou même de la situation de l'autre. Tu nous disais, voilà, lui c'est un enfant qui est très insécurisé parce qu'il a pas vu ses parents et qu'on l'a foutu dehors. Ça, ChatGPT, il en a aucune idée et aucune conscience. L'humain, il le sait. Et donc, comment dire, d'une certaine manière, donc c'est vraiment rendre à l'humain ce qui appartient à l'humain. Ça, c'est humain, ça, c'est de l'empathie, ça, c'est intéressant. Et quelque part, ChatGPT nous déleste d'une partie des tâches moins intéressantes, peut-être plus administratives. Y compris, j'étais en train d'imaginer le prof qui manipule ChatGPT devant la classe en disant, voyez, il me répond ça, on va le challenger, il y a peut-être des trucs faux là-dedans, en fait, c'est ça, quoi. Et puis quelle question est-ce que vous poseriez, vous ? Mais alors, en revanche, sur l'écriture, Claudia en parlait, et ça me fascine. Nous, Dieu sait, dans notre génération, il fallait étudier la grammaire, le style, l'orthographe, la ponctuation, les points d'exclamation, tout. Tout ça est littéralement balayé, parce que ChatGPT, ça, il le fait vraiment mieux que nous. La ponctuation, la grammaire, on est d'accord ? Alors moi, je le challenge, parce qu'il utilise encore le point-virgule, mais qui utilise le point-virgule ? Donc je lui dis maintenant, plus de point-virgule. Mais est-ce à dire qu'on n'aura plus besoin de style d'écriture, finalement ? On aura juste besoin peut-être effectivement que de concevoir. Alors, ça dépend. Ce qui est assez intéressant, c'est que comment dire, j'ai l'impression qu'il y a aussi la question du finalement,
s'il pense à notre place, nous, on n'aura plus besoin de penser et donc on ne saura plus penser. Oui, parce que Mais écrire, c'est penser. Enfin, effectivement, en vrai, il ne pense pas, mais c'est que on peut, comment dire, ou comme ce que tu disais sur Waze, effectivement, en fait, maintenant, connaître l'orientation, ça ne me sert plus à rien. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, on demande aux élèves encore d'utiliser un stylo. Aujourd'hui, qui écrit avec un stylo? Vous savez, franchement, bon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que lors de l'apprentissage de l'écriture au stylo, il y a des aires cérébrales qui se développent et qui, en fait, ne sont pas liées qu'à l'écriture, mais qui sont liées à d'autres mécanismes qui sont, en fait, importants pour apprendre par la suite. Et donc, ce que je pense, c'est que de toute façon, avoir des notions de grammaire, comprendre comment une langue se fait, comprendre que ça c'est un pronom, ça c'est un verbe, sans être forcément un grammairien, etc. Ouais. Ça permet quand même de développer des concepts qui de toute façon nous servent. Et enfin, dernier point, sur la mémoire, il y a des gens qui disent, de toute façon, ça sert plus à rien de savoir. Moi, dès que je me pose une question, je vais sur Wikipédia. Peut-être, mais quand on est dans une discussion, celui qui tout de suite est capable de répondre du tac au tac parce qu'il l'a en tête, il a quand même un avantage énorme. Celui qui a des références. Exactement. Oui, il faut apprendre, la machine l'a appris, donc moi aussi je dois apprendre, savoir ce que la machine a appris. Oui, et puis c'est vrai que si à chaque fois qu'on discute, le mec dit attends, je regarde sur Wikipédia, enfin, on peut pas attendre chacun qu'on fasse une... Voilà. Oui, et puis je prends l'exemple parce que la semaine dernière, j'étais dans ma voiture, j'étais bouleversée parce que j'écoutais France Musique et il y a une présentatrice, j'ai oublié son nom, elle a un accent un peu russe comme ça, et elle explique la vie de Schubert. J'écoute pas du Schubert naturellement, bon. Elle a raconté l'histoire de Schubert, mais elle a fait des liens avec son enfance, l'histoire de son pays. Donc, si tu veux, elle a fait plein de liens qui ont compris pourquoi Schubert avait évolué en doutant de lui. Et puis il s'est libéré, et je reprends sa phrase, elle dit à la fin de sa vie, il s'est autorisé à être libre. Et donc ses meilleures sonates sont écrites en fin de vie parce qu'il s'autorise. Et tu comprends quand elle explique, bon, je vais pas expliquer la vie de Schubert ici, mais tu comprends parce qu'elle fait des liens avec le contexte. Et ça, c'est intelligent. Et ça, c'est intelligent. Ouais. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je demande à ChatGPT qui me parle de Schubert. Et il m'a parlé de façon extrêmement factuelle. Alors qu'une demi-heure avant, j'étais dans ma voiture et j'étais transportée. C'est comme une fiche Wikipédia, ça c'est très triste. Et en fait, je me suis dit... On s'ennuie, quoi, en fait. Ça, c'est la valeur... la plus-value humaine. Et ben c'est exactement ce que dit Yoav Hariri dans Sapiens. Il dit il m'a copié. L'humain. Alors je sais pas qui était le point, il faudra que tu ailles l'attaquer parce qu'il a fait beaucoup d'argent avec ça. Hein. Mais il dit l'humain est un animal qui raconte des histoires. Ouais. Et c'est ça ce qu'il dit. En fait, il dit c'est ça notre force, la vraie force de l'humain. Tu as raison. On court pas particulièrement vite, on n'est pas particulièrement fort, on sait pas voler. Et d'ailleurs, il dit les nations, c'est une histoire qu'on se raconte. L'argent, la monnaie, l'argent, l'économie, tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Ouais. L'homme est un animal qui raconte des histoires. Et ce qui est fou, c'est que en fait, ces histoires sont d'une puissance remarquable, puisque l'homme qui individuellement est plutôt fragile par rapport au lion, à l'ours, à l'aigle, etc. On n'a pas toutes ces capacités-là, on ne sait pas aller dans l'eau, etc. La création d'une mythologie commune a permis d'unifier les forces et de devenir aujourd'hui une espèce tellement puissante qu'elle en devient même néfaste. Avec des histoires, on fonde des religions, on fonde des empires. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est le mot de la fin. C'est beau. Attends, juste Yann Lequin qui disait, je pensais pour l'éducation, Yann Lequin que peut-être que tu as rencontré, j'imagine, mais qui est le grand spécialiste IA français d'ailleurs, chez Meta, qui disait, quand je pense qu'on dépense des millions de dollars sur des IA informatiques et pas sur nos enfants. Nos enfants, on donne 2000 € à un prof, alors qu'ils devraient être plus payés qu'une machine. Exactement, parce que les humains sont des machines extraordinaires. Allez, ça va être le titre de l'épisode. C'est génial. C'est super, vraiment. J'ai plein d'émotions pour terminer ce podcast. La fin, voilà. Hein. C'est super. Donc, tu vois, on a fait le lien avec les IA, avec Schubert, avec Yann Lequin et avec... Tu vois, avec l'émotion de l'humain, avec ce qui fait qu'on est... Avec ce qui fait que vous nous écoutez, parce qu'on met de l'amour dans notre podcast. Bon, en tout cas... franchement, merci, parce que tu as bravé la circulation parisienne pour venir nous voir. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux d'NFTs avec qui on travaille. Et c'est super. On est ravis de t'avoir rencontré dans la vraie vie. Hein, et on conseille ton livre. On met le lien en description. On mettra toutes les informations dans la description du podcast. N'oubliez pas que nous avons un site web qui s'appelle technoimpact.tech maintenant.
et vous trouverez plein d'informations, le récap aussi de cet épisode. Et n'oubliez pas qu'on donne des formations toujours, on est toujours là si vous avez besoin, parce que la clé aussi de l'intelligence, c'est de se former. C'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, bonne écoute à tous. À bientôt. Merci.